bienvenue à ce magazine Les Plumes Conscientes. Les Plumes Conscientes, c'est ce magazine à la fois pertinent, élitiste et créatif que vous avez eu l'occasion de suivre sur les antennes de la Business Radio Télévision Africa. Les Plumes Conscientes, c'est une émission littéraire qui vise l'émergence d'une littérature congolaise justement engagée et constructive et qui postule que le développement de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays tant aimé en particulier, et des nations en général, doit et devra trouver ses racines dans un réceptacle d'idées, lequel serait matérialisé par le verbe, mais aussi mûri par une réflexion profonde sur les divers mouvements sociaux d'hier, mais pourquoi pas d'aujourd'hui, mais aussi sur les enjeux politiques qui, au détriment ou à l'avantage des peuples, guident l'action et les choix des gouvernants. N'oublions pas, et nous ne cesserons jamais de le répéter, que le peuple fort, c'est avant tout celui qui a retrouvé ses valeurs, sa culture, ses repères, lesquels lui insufflent un dynamisme dans un monde où mondialisation rime bien souvent avec la domination des plus forts sur les plus faibles. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus et merci de l'attention particulière, je le présume, que vous voudrez bien réserver à ce magazine Les Plumes Conscientes. Comment faire sortir le Congo du marasme dans lequel il baigne depuis de nombreuses années? Comment le soustraire des dominations extérieures? Comment faire advenir une classe politique responsable, soucieuse de l'intérêt général, donc de la population? Comment redistribuer les fabuleuses richesses de ce pays afin qu'elles profitent au peuple et non à quelques prédateurs locaux et étrangers, de manière à faire du Congo un des plus grands pays de l'Afrique? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que le livre de Guillaume Manjolo tente de répondre. Ce soir donc, nous recevons pour la énième fois Monsieur Pépin Guillaume Manjolo, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Manjolo, c'est par ces phrases de la préface de votre livre que nous vous accueillons et que nous allons entamer cette émission. Nous rappelons donc que c'est pour la deuxième fois que nous vous recevons dans le cours de cette émission, parce que, à la demande de plusieurs téléspectateurs, il fallait bien élucider certains de vos convictions, certaines de vos théories contenues dans ce livre. Alors, la première question que je m'en vais comme ça vous poser, on va essayer de faire une sorte de rappel de cet ouvrage. Dans le titre, je le rappelle à l'intention de nos fidèles téléspectateurs, est Ma Nation, de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance. Alors, Monsieur Manjolo, Pépin Guillaume, d'abord, pourquoi Ma Nation et de quoi est-il question dans cet essai, dans ce livre? J'aimerais tout d'abord pouvoir vous remercier pour cet accueil. Et puis remercier aussi les gens qui ont regardé la dernière fois, qui m'ont pour l'essentiel félicité, et d'autres qui ont voulu me voir pour qu'on puisse débattre en fait sur les fonds, parce que normalement on ne pouvait pas, comment dirais-je, élaguer les livres de façon la plus approfondie sans pour autant prendre son temps. Donc il y a des gens qui ont demandé à ce qu'éventuellement qu'on puisse débattre à ces sujets-là. Bon, l'essentiel a eu le temps d'aller lire ces livres et d'autres ne l'ont pas encore eu. Je signale au passage qu'il est disponible chez Kinépolis, c'est-à-dire au Grand Hôtel, et aussi aux éditions Cédi, toujours à la Gombe, pas très loin du casier judiciaire. Donc ça c'est au passage pour souligner, parce que normalement la plupart des gens se demandent un peu où est-ce qu'ils peuvent s'en procurer. Effectivement. Bon, pour revenir un peu à l'objet de notre continuation du débat, en l'espèce ici, c'est de répondre à la question quid de ma nation, qu'est-ce que j'entends par là? Effectivement, j'ai eu à le dire, je dois le redire, parce que c'est toujours pas suffisant, il faut des années pour pouvoir faire passer le message, et c'est nécessaire. C'est dans ce type de situation plutôt que d'émissions qui rassemble un peu, à mon sens, tout le monde s'y garder, à Bouillon des cultures, des pivots à l'époque. Tout ça, c'est essentiel, il faut le dire. Il faut le dire parce que dans notre pays, on n'a pas cette opportunité de pouvoir discuter de l'intelligence. On discute de la bêtise, mais pas de l'intelligence. Voilà, ça, c'est une opportunité que je saisis de pouvoir dire, saluer encore vos efforts, votre travail et tout ça, et votre perfection aussi. Parce que votre travail est assez raffiné. Merci bien. Bon, au-delà de ça, Ma Nation, ce que j'ai eu à l'expliquer il y a quelques temps, je me répète encore une fois de plus, c'est que normalement, il y a une définition générique qui part d'un peuple, d'un espace vital, et de projets communs, des aspirations communes, et qui font qu'on puisse parler d'une nation. Bon, il y a en même temps les souffrances communes, les malheurs communs. Qu'en est-il de la RDC concrètement? Il en est de même, mais je vais un peu plus en profondeur.
je pars du principe que toutes les entités qui ont précédé l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire les royaumes, les empires qui étaient dans la cuvette centrale, font partie de l'ossature essentielle en termes d'espace et du peuple qui y vivait, dont nous sommes descendants, de cette entité qu'on peut appeler la RDC aujourd'hui. Donc, pour pouvoir un peu situer les périmètres dans lesquels vivent ces peuples-là, maintenant, ajouter à cela la cosmogonie, c'est-à-dire nos croyances, notre appréhension de l'univers de la façon la plus subtile et spirituelle possible, est commune à toutes ces entités-là depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que tous les peuples bantous et négro-africains vivant dans cet espace-là avaient et a toujours jusqu'aujourd'hui cette appréhension de l'univers qui soit particulière à ces peuples. Donc ça, c'est un des piliers au fait de la composition de la nation. Au-delà de ça, la mise dans un périmètre précis qui est l'État indépendant du Congo a occasionné normalement des massacres de la part de Léopold II, et d'où d'ailleurs la controverse entre mon préfacier et moi, que j'ai nommé massacre de Léopold II, c'est-à-dire génocide de Léopold II sur le peuple congolais, ce qui a coagulé au fond l'esprit qui est le nôtre aujourd'hui autour de ces martyrs qui sont nos ancêtres. Et par la suite, il y a l'évolution de la colonisation et au terme de ça, les aspirations communes qui avaient été à la fois gérées par les enfants du Congo des années 60, c'est-à-dire que nos premiers leaders des années 60. Mais malheureusement, aujourd'hui, là, on sombre dans la dégénérescence, il n'y a pas ces leaders naturels capables de pouvoir non seulement coaguler pour ne pas répéter le mot, mais en même temps porter ces projets communs, ces aspirations communes et tout ça, pour mettre ça en avant. J'ajouterais par ailleurs qu'au-delà des massacres et des crimes commis par Léopold II, il y a encore d'autres crimes qui avaient été commis aujourd'hui par tous les mouvements qui sont battus sur le territoire. Et on dénombre aujourd'hui à peu près entre 3 et 5 millions d'habitants qui ont été massacrés. Voilà, tout ça coagule ce que nous sommes en termes de nation, en termes de souffrance, en termes de cosmogonie et en termes de projets comme éventuels, mais il manque, de façon criante, ces leaders naturels capables de pouvoir porter ce projet. Alors, on l'a dit et je le répète encore, ce livre porte le titre de Ma nation, de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance. C'est un titre, en mon sens, assez évocateur. Et quand vous parlez de la dégénérescence, on comprend que ce pays a vécu un certain nombre de situations qui ont justifié sa décadence. Et vous parlez aussi de sa renaissance. On suppose que vous y allez avec des solutions qui peuvent permettre à ce pays de pouvoir redécoller. Certains téléspectateurs qui ont eu à nous suivre lors de l'émission que nous avons fait ont beaucoup apprécié vos points de vue, mais certains aussi ont apporté plus ou moins une critique. Certains considèrent que vous êtes trop philosophique dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de penser, et ils ont presque envie de vous dire que la critique est aisée, mais l'art est assez difficile. Oui, c'est vrai que l'habitude, c'est dans notre pays, c'est-à-dire qu'on analyse, on a souvent la capacité, même l'intelligentsia, pour ne pas dire les intellectuels, parce qu'il y en a très très peu, puisque être intellectuel, c'est produire de l'intelligence, c'est un travail quotidien. On propose des théories, des notions et tout ça, de l'intelligence qui s'applique à une situation donnée et tout. Lorsqu'on parle intellectuel, on parle de Sartre, pour ne parler que des Français, ou pour parler des Américains, Noam Chomsky. Ça, c'est ce qu'on appelle intellectuel, qui produisent énormément d'œuvres, énormément de théories, et autour de ça, les gens doivent débattre. Avoir été à l'école, c'est pas suffisant pour être intellectuel. Ce qui fait que quand on va critiquer, on veut bien porter une critique sur une œuvre humaine, ce que je comprends tout à fait. J'accepte la critique, mais néanmoins, il faut nuancer, avoir les éléments des critiques, et puis en même temps tenter de pouvoir non seulement opposer quelque chose tout à fait concret. Malheureusement, dans la plupart des cas, c'est pas ça. C'est plutôt épidermique, c'est plutôt passionnel. Ici, la confusion, il y a une grande confusion dans l'approche de l'éducation au Congo en particulier, et de l'éducation en général, mais au Congo en particulier, qui est de pouvoir dire que tout ce qui est philosophique est tout simplement abstrait. C'est faux et archi faux. La philosophie fait partie, au fait, de la réflexion qui permet à ce qu'on puisse apposer, accoler, étiqueter les situations d'une société, tout ça, analyser, puis donner des portées éventuelles. C'est ça la philosophie. Ça ne se limite pas, c'est une sagesse. Ça ne se limite pas à pouvoir, comme ça, proférer des incantations sur des termes de concepts et tout ça, ou mobiliser les concepts pour rien. Donc ici, lorsqu'on parle de la philosophie politique, c'est-à-dire que c'est
la recherche d'un lieu ou des normes capables de pouvoir non seulement fédérer, mais permettre aussi à pouvoir soit une autre façon de pouvoir faire les choses qui soit meilleure que l'ancienne façon. C'est ce que j'ai tenté de pouvoir proposer. Et ce que je propose n'est pas forcément nouveau en termes de concept, parce que ça existait avant moi, et que certains pays ont utilisé ces concepts-là, et aujourd'hui ça donnait les fruits. Je prends l'exemple tout à fait simple de la liberté telle que je la conçois, telle que je l'emprunte ailleurs dans ce qu'on appelle les droits naturels, par Hobbes et par la suite dans Gouvernement civil 1 et 2 de John Locke et tout ça, qui aujourd'hui est l'ossature de la composition de la civilisation entre guillemets américaine. C'est-à-dire la déclaration de l'indépendance américaine est basée sur les textes de John Locke. Est-ce que c'est la philosophie? Est-ce que c'est juste un concept? Non, c'est un concept qui s'applique à une situation donnée. Alors, vous fusillez cette façon de voir les choses. Vous pensez que les gens sont assez réticents vis-à-vis de tout ce qui est philosophique. Est-ce qu'il y a des causes à cela? Est-ce qu'on va dire que finalement l'ensemble des Congolais, parce que c'est des critiques qui ont été émises, l'ensemble des Congolais sont plutôt réticents à tout ce qui est philosophique, ou alors ils se basent sur un fait naturel, à savoir que les gens aiment plutôt l'action plutôt que les belles paroles. Et vous semblez faire partie de ceux qui ont la verbe oratoire, ça suffit pas. Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est pas suffisant. C'est-à-dire, pour ne parler, moi je suis complètement en contre-fort avec ça. C'est-à-dire que c'est pas ce que je crois comprendre lorsque les gens parlent de ça. Moi, je comprends tout à fait autre chose. Mais malheureusement, ce qu'il faut donner comme éducation, en fait, comme explication, comme pédagogie pour l'explication un peu plus appropriée à la situation congolaise, c'est dire que la philosophie ne veut pas dire pérorer à tout va pour rien. Ça ne veut pas dire ça. La philosophie veut dire réfléchir et proposer des solutions adaptables à une société. C'est ça la philosophie. Lorsque la Grèce antique organise la démocratie, c'est en termes philosophiques qu'on organise ça aujourd'hui. Nous sommes porteurs, soi-disant, de la démocratie, entre guillemets toujours. Mais ça sort d'un concept de discussion entre les personnes, sans pour autant placarder cette situation, mais finalement, qui s'applique aujourd'hui à la vie de la plupart d'entités et qui marche très bien. Donc, on parle des concepts, on émet des concepts sur lesquels on va devoir réfléchir. Est-ce qu'on peut les appliquer ou pas? Tout n'est pas applicable. Il y en a qui sont applicables. La liberté, c'est le concept à la fois une réalité humaine, mais qui a été mise en musique par la philosophie. Lorsqu'on parle des droits naturels, c'est de la philosophie au départ. Aujourd'hui, ça paraît tout à fait banal et normal de parler de la liberté comme étant les piliers de l'organisation du monde. Ici, en l'occurrence, lorsqu'on parle des droits et libertés, on pense tout de suite au pacte international des droits civils et politiques, institué par l'ONU, auquel le Congo est membre, a signé le traité. Donc, ça veut dire quoi? Et ces pactes-là, ça remonte à quoi? Ça remonte à la fois à la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc c'est là qu'on tire tous ces éléments-là, qui viennent de la période de ce qu'on appelle la période des Lumières en France. C'est toujours la philosophie. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut remonter là pour comprendre, puisque les gens croient que, ou les gens, c'est qui n'ont pas la chance d'avoir une instruction un peu plus fournie, ou qui ne peuvent pas s'adosser sur une critique un peu plus organisée, pensent qu'ils disent la philosophie c'est s'amuser. Mais non, c'est pas ça. Alors si on part du postulat justement que beaucoup comprennent justement cette philosophie comme étant l'art de pérorer, et que certains considèrent que ceux qui sont philosophes sont entre guillemets rêveurs, est-ce que vous vous sentez frustré face à ce constat qui se dessine généralement dans l'entendement de la population congolaise? Nullement, nullement. Je ne me sens pas frustré, tout simplement. La seule frustration que je peux ressentir d'une manière ou d'une autre, c'est le manque d'explication par ceux qui ont la prétention d'avoir la connaissance en RDC. Voilà, c'est ça. Puisque bon, aujourd'hui, ça paraît quelque chose de tout à fait nouveau, alors que nous avons une banalité dans d'autres pays. Un philosophe qui participe à la vie quotidienne, à la vie de la société, propose des choses qu'on adopte et tout ça. Quand vous regardez les discours que tient aujourd'hui Nicolas Sarkozy, mais tout est philosophique. C'est-à-dire on va puiser dans l'évolution de la société française depuis la nuit des temps et tout ça pour pouvoir parler des civilisations par rapport à la religion et tout ça. Tout ça est philosophique. Donc c'est tout à fait naturel. Lorsque les grands écrivains comme les Sartre, les grands, à la fois philosophes et tout ça, participent dans l'évolution du monde et tout ça, ce sont des philosophes au départ qui proposent. Lorsque les Kant proposent des mécanismes d'applicabilité sur une société, ce sont des philosophes. C'est-à-dire que les philosophes produisent de l'intelligence pour mettre au profit de la société, et non seulement expliquer la société, mais en ayant bien observé la société, proposer des pistes, des solutions pour l'avenir. C'est ça, la philosophie. Mais cette critique est peut-être de bonne guerre, parce que quand on analyse, par exemple, votre concept à vous de la liberté, elle semble s'écarter de la normale. Je dis bien elle semble. Vous proposez une liberté qui, en soi, n'est pas passive, qui est plus ou moins revendicatrice, et qui semble à quelques endroits être même extrémiste. Parlez-nous-en déjà de votre conception à vous de la liberté, c'est peut-être ça qui n'est pas digéré. Ah oui, mais là, ça pose un problème, parce que si nous sommes encore dans cette léthargie actuelle dans laquelle nous baignons, c'est parce que simplement, la plupart d'entre nous n'ont pas compris encore c'est quoi la liberté au sens profond du terme.
j'ai souligné ici au passage que la déclaration de l'indépendance américaine est basée sur le mot liberté. C'est important. Quand on dit Amérique, on dit les pays de la liberté. Ça veut dire quoi la liberté? Vous arrêtez l'Amérique en pleine rue et tout ça, il vous fait des incantations sur les commandements. C'est-à-dire que bon, les Bill of Rights, sur lesquels tout le monde est basé. Le Bill of Rights, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire c'est vraiment les droits, la liberté, tels qu'on peut concevoir, avec les actes précis, où ce ne sont pas discutables. Au fond, ils partent de quelle base? Puisque nous sommes là en train de faire quoi? Copier l'essentiel de ce qui vient de l'extérieur. Quand on parle de démocratie, le premier point de la démocratie, c'est la liberté. La plus large possible. C'est-à-dire que l'homme naît libre, la liberté la plus large possible. Mais c'est par convention qu'il accepte de céder une part de sa liberté pour ses intérêts. C'est ça le mot liberté. C'est pas autre chose. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Non, la liberté, c'est ça. Tout animal, tout être naît libre, la liberté la plus large possible. L'être humain, puisqu'il a envie de pouvoir être en société, il doit céder une partie de sa liberté pour sa protection. Donc il doit limiter dans un périmètre précis, mais pour ses intérêts. La sécurité et la manière de pouvoir s'accomplir. C'est ça, le principe. Bon, mais non, si j'estime que la part des libertés que je suis en train de céder ne me profite guère, bah, je peux ne pas accepter ou ne pas céder. C'est ça, en fait, les problèmes. Donc, mais non, quelqu'un qui va aux élections, par exemple, qui décide de pouvoir aller voter pour Tartampion, pour Dupont, dès qu'il arrive, il fait un choix. Pourquoi? Parce qu'il estime être protégé, bénéficier de la protection de la sécurité. Ça, ce sont les piliers, au fait, de la liberté. Parce que, bon, on tient sa vie. Cet instinct-là de survivance veut que si je ne peux pas me protéger tout seul, je ne peux pas m'organiser pour me protéger, je cède cette partie-là de la sécurité à quelqu'un, une sorte de léviathan qui serait l'État pour me protéger. Donc je vote pour quelqu'un dont j'estime capable de pouvoir me protéger. Bien, je donne mon suffrage pour ça. Donc c'est une négociation. Vous me proposez de pouvoir gérer ma vie. J'accepte, mais à une condition. Vous devez garantir ma liberté, ma sécurité. Donc je vote pour vous. Mais encore faut-il que ça s'applique. Bon, l'exemple type aujourd'hui, c'est l'histoire qui se passe à l'Est, l'histoire qui se passe un peu partout en RDC. Ça pose un problème. Les gens ont voté partant du principe que la sécurité devait être garantie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont voté partant du principe qu'il n'y aura pas de tracasseries policières dans la rue, des jugements un peu, comment dirais-je, erronés ou pas tellement justifiés dans le bon sens et tout. Et d'ailleurs là-dessus, on a vu que bon, il y a eu un bras-bas de combat au niveau à la fois de la justice parce qu'il y a eu énormément de modifications. C'est pour dire, d'ailleurs, là-dessus, le président de la République avait fait un discours où il disait qu'effectivement, les secrets judiciaires posaient problème. Donc la corruption encore là, latente, mais bon, présente. Donc voilà. Tout ça n'est pas garanti finalement. Est-ce que c'est pas justement à cause de toutes ces tares que finalement les gens ne croient plus aux idées, à cette philosophie dont vous parlez? Parce que ça a été bien philosophé pendant la campagne électorale. On a assuré monts et merveilles à la population, puis finalement elle ne se réalise pas. C'est là la cause, on va dire, de ce scepticisme observé qui fait qu'on ne croit plus à la philosophie, qu'on ne croit plus aux belles idées. Et par ailleurs, est-ce que le contexte particulier de notre pays permet de croire que la philosophie s'applique ou devient des actions concrètes? Oui, nuançons encore là-dessus, parlons de la philopolitique, c'est-à-dire les termes, les concepts applicables à une société à un moment donné par des responsables capables de pouvoir proposer quelque chose. Il s'agit de ça, c'est de la philopolitique, telle que ça s'applique dans le pays dont on regarde, dont on prend pour modèle et tout ça. J'ai cité ici la France, j'ai cité l'Angleterre, mais par ricochet les États-Unis, parce que les auteurs sont anglais au départ, Hobbes et John Locke sont anglais au départ. Par ricochet, ça produit des effets sur les États-Unis. Je peux en citer encore bien d'autres, tout ça, sur ces plans-là. Sans citer les Grecs anciens qui sont un peu les précurseurs, sans citer aussi les Chinois, entre autres, Confucius et autres. Bon, voilà, sans citer tout ce monde-là qui sont précurseurs de ce que nous sommes aujourd'hui en termes de normes applicables à une société. Bon, voilà, j'ai cité tout ce monde-là. Mais qu'en est-il de la RDC par rapport à cette approche? Donc, si les gens ont été votés, ont-ils été votés sur base des idées qui avaient été proposées ou ont-ils été votés par l'appel du ventre? Vous répondez quoi à cette question? Mais j'y réponds que les gens ont été votés. Parce qu'on a entendu des programmes politiques. Hein. Mais non. Je vous ai mis au défi la fois passée de pouvoir me dire si dans un programme politique ici, vous avez entendu parler de l'organisation de la sécurité au sens profond du terme, à la fois de la philo-politique et au sens concret de l'applicabilité. Je veux dire, chacun a peut-être une priorité dans sa politique. On va dire, les gens ne pensent pas forcément que la priorité ce soit la sécurité. On pense peut-être à autre chose, au social, je sais pas. Alors en ce moment-là, on ne se propose pas de pouvoir gouverner un pays si on pense que la sécurité n'est pas la priorité. La sécurité est la priorité de toutes les priorités. Avant toute chose, il y a la sécurité. Et le reste vient après. C'est-à-dire que si l'instinct
de la survivance passe par la sécurité, pas par autre chose. Qu'on ne puisse pas se tromper. C'est-à-dire que nous luttons tous les jours luttons contre la mort, pour rester en vie. Et ça, on est à la fois lié. C'est-à-dire c'est lié aux maladies et tout ça qu'on doit devoir éviter, évacuer, tout ça. Bon, c'est protégé contre, mais en même temps, toute la prédation extérieure, toutes les attaques extérieures. Nous luttons contre ça en permanence. Ce qui fait que tout prétendant à gérer la société doit proposer la sécurité en premier lieu. Partant du pensée par ailleurs qu'on a un pays qui vient de perdre entre 3 et 5 millions d'habitants. Pour diverses guerres, selon les intérêts, des fois ce sont des intérêts complètement mercantiles qui n'ont rien à voir avec la politique. Complètement mercantiles, puisque bon, la plupart des belligérants aujourd'hui se sont trouvés milliardaires. Donc c'est pour savoir, alors attendez, vous êtes parti pour la démocratie pour pouvoir devenir milliardaire. Bon, finalement, on découvre effectivement, ils sont là en train de pavaner avec des grosses voitures, ils s'achètent des maisons ici ou là et tout ça dans le monde entier. Bon, bref, c'est ça les résultats en fait, de toutes ces rébellions qui ont causé et occasionné au fait les 5 millions de morts. C'est gravissime de pouvoir le dire. Bon. Maintenant, lorsqu'ils se trouvent devant la population pour demander le suffrage, ils font quoi? Ils tentent de remplir les ventres de ceux qui sont déjà affamés. Mais les gens, tellement qu'ils sont perdus, on leur propose pas une discussion. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas eu le moindre débat politique au sens profond du terme. C'est-à-dire argument contre argument, théorie contre théorie, l'applicabilité éventuelle des concepts et tout ça. Il n'y a pas eu ça. Il y a eu des débats contradictoires à la télé. Oh, mais non, il y a eu des débats. Suivi, hein. Non, moi, je n'ai pas suivi ces débats-là. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas où ça s'est passé, sur Mars ou ailleurs, mais en tout cas, sur Kinshasa, où j'y étais, je n'ai pas vu ce débat. Puis, si j'ai participé aussi aux élections, je n'ai pas entendu ce débat-là. J'ai plutôt entendu ceci. Tel n'est pas congolais, l'autre l'est. Tel a volé, l'autre n'a pas volé. Tel a tué, l'autre n'a pas tué. C'est ce que j'ai entendu. Mais en termes de propositions concrètes portant sur, à la fois, les concepts majeurs de la fondation d'une démocratie, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, là-dessus, vous prenez la Constitution aujourd'hui, vous faites les tours de la RDC. Pas Kinshasa. Les tours de la RDC, même Kinshasa, si vous voulez bien. Allez à Massine, à Kingassani, allez exposer votre Constitution, posez la question aux étudiants, pas aux gens de la rue, qui vous expliquent ce qu'ils ont compris de la Constitution, qui est passée aujourd'hui, qui est, comment dirais-je, la loi fondamentale. Personne ne va vous répondre. Pensez-vous qu'ils auraient eu 2 ans, ils auraient compris quelque chose de cette Constitution? Est-ce que le problème se trouve là? Est-ce que le problème n'est pas ailleurs, finalement, d'une remise en cause lointaine de la situation, de la dégénérescence de ce pays dont vous parlez? Ils auraient eu peut-être 2 ans, ils n'auraient pas forcément lu la Constitution. Est-ce que le problème se pose en termes de temps, de timing? C'est pas en termes de timing, c'est en termes d'explication, des prises en compte de ce qu'on a envie de pouvoir expliquer à la population. Quand on a des prétentions, vous savez, le fait d'avoir des prétentions pour pouvoir gérer un pays, ou une entité quelconque, une province, ou je sais pas moi, une circonscription, ces faits-là appellent énormément des responsabilités personnelles, c'est-à-dire qu'une éthique personnelle, une morale personnelle, ça appelle énormément. Ce qui vous impose d'une manière ou d'une autre à pouvoir absolument, non seulement expliquer ce qu'il faut, mais en même temps, tenter de pouvoir frapper le cœur de vos concitoyens pour leur permettre de comprendre de quoi il s'agit et si les projets qu'on met en question est viable ou pas. Maintenant, il leur appartient pour leur dire oui ou non. Mais ici, ce n'était pas le cas. Il m'en souvient que les gens allaient voter tout simplement parce qu'ils touchaient l'argent. Quand vous allez dans n'importe quel coin de la cité ici ou un peu partout en province, on vous demandait l'argent contre les voix. Et c'était ça, en fait, la situation. Mais non, ceux qui avaient la chance d'avoir été en responsabilité parce qu'ils faisaient partie de la transition, parce qu'ils avaient fait la guerre, parce qu'on avait peur d'eux et tout ça, ceux-là, avec toutes les mannes de l'État, se sont retrouvés à obtenir les suffrages facilement. Aujourd'hui, les peuples pleurent. Vous avez été candidat, vous gardez apparemment un souvenir amer de ces élections. Mais totalement amer, parce que tout simplement, c'était truqué d'avance. On savait très bien que bon, c'est lui qui amenait l'argent, parce qu'il était en face des gens qui étaient complètement appauvris, complètement clochardisés, et qui n'attendaient autre chose. Les discours, vous ne comprenez rien du tout, liberté et tout ça, écoute, moi je m'en fous. Et donc vous n'avez pas voulu entrer dans la danse? Non, c'est-à-dire que je ne suis pas venu avec cette idée-là, j'ai vu les démocraties ailleurs, tout ça, ça ne se passe pas comme ça. Les pays qui marchent très bien, les gens ne se doivent pas de cette façon-là. Qu'on puisse avoir des moyens pour accéder à la population, présenter ses idées, je comprends bien. Mais qu'on puisse à la fois, non seulement ça, c'est permettre de faire quoi? De passer son temps à les distribuer des enveloppes pour avoir les suffrages? Non. Je dis non. Il y a des gens qui ne sont même pas déplacés pour aller vers leurs électeurs, mais qui ont obtenu suffrage. Parce qu'il y avait des commissionnaires qui sont partis déposer l'argent et tout ça. C'est honteux. Et vous me parlez de démocratie. Alors, on comprend votre amertume, votre ras-le-bol face à ce qui se dessine comme étant une mascarade, pour emprunter vos mots. Mais pour revenir à vous et pour revenir à votre livre, ce livre est sorti depuis quelques mois, on va dire. Si vous est demandé aujourd'hui de faire une sorte de bilan, est-ce que vous pensez que votre philosophie à vous, que vos convictions, que vos pensées profondes ont été lues, intériorisées par les gens? Quel bilan faites-vous justement de ce livre depuis sa sortie et jusqu'à ce jour? Toute modestie gardée, j'aimerais pouvoir souligner une chose, c'est que non seulement j'ai été invité à énormément
des foires du livre. À la dernière foire du livre de Bruxelles, j'avais été invité. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'aller sur Internet, taper Manjolo Guillaume ou Ma Nation, vous tomberez sur foire du livre à Bruxelles et tout ça avec mon nom parmi les auteurs dans le monde. C'est-à-dire que bon, je suis compté parmi les gens qui peuvent proposer des théories sur le plan international. J'entends bien. Donc c'est quand même nécessaire. Ça peut vous dire la portée et la percussion. Au-delà de ça, on est au niveau européen, on est quasiment au 7e stock, épuisé. Au niveau congolais, j'ai été surpris d'apprendre qu'effectivement, la plupart des livres qui avaient été exposés au Grand Hôtel avaient été épuisés. Il fallait renflouer encore une fois de plus. Et votre émission a été vraiment un grand coup de pouce nécessaire à tout ça par rapport à ça. Donc ce qui fait que, normalement, au-delà de ce que les contradicteurs éventuels peuvent penser, au fond, les gens sont demandeurs de pouvoir comprendre. Ils sont nombreux à être demandeurs de pouvoir comprendre ça. Et pour l'instant, ça marche très bien. Je vous espérais faire un peu plus d'émules, mais je crois que ça avance bien, ça avance très très bien. En tout cas, les bilans pour l'instant est assez intéressant, mais